Ndiaye, créatrice de la marque Africanista qu'on ne présente plus parce que comme vous savez, elle a fait quoi? Elle a habillé Beyoncé tout en dessous. Voilà. Aïssa Ndiaye, mesdames et messieurs. Bonsoir Aïssé. Bonsoir. Bonsoir, je t'invite. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment tu vas Aïssé? Ça va très bien. Alors dans un premier temps, j'aimerais que tu nous racontes un peu brièvement la genèse de ta marque Africanista. Comment est-ce que tu as débuté? Alors Africanista, c'est une marque que j'ai fondée en 2014. Et en fait, c'est l'aboutissement d'un long cheminement personnel. Quand je suis arrivée à l'âge de 25 ans, parce que j'ai 38 ans, je me posais pas mal de questions quant à mon africanité, à ma place en tant que femme noire au sein de la société française, en tant que fille d'immigrés. Et je ne me retrouvais pas forcément dans ce qu'il y avait à la télé. Je ne me retrouvais pas forcément dans les livres d'histoire. Et j'ai posé pas mal de questions à mes parents sur pourquoi ils sont arrivés en France. Je leur posais des questions vis-à-vis de mon ethnie, parce que je suis d'origine mauritanienne de l'ethnie soninké. Et je ne retrouvais pas forcément les réponses dans toutes mes recherches, dans les livres d'histoire, etc. Et à l'âge de 25-26 ans, j'ai découvert le livre de Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Et là, j'ai été bouleversée. J'ai été bouleversée parce qu'à l'âge de 10-11 ans, j'étais fascinée par l'Égypte antique. Et j'ai appris pas mal de choses sur l'Égypte antique, mais sous le prisme des historiens blancs et occidentaux. Et Nation Nègre et Culture, ça a complètement cassé et démonté tout ce que j'avais appris jusqu'à présent. Donc après, à travers ce bouquin, j'ai découvert aussi l'histoire de mon ethnie, les Soninké. Et j'ai découvert toute l'histoire vis-à-vis des Africains de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne. Et à partir de là, j'ai commencé à poser des questions à mes parents. Voilà, sur qui j'étais, qui sont les Soninké, qui sont les immigrés subsahariens qui sont venus en France dans les années 60, 70 et 80. Et l'histoire d'Africanista a commencé à germer dans ma tête à partir de là, quand j'ai commencé à avoir toutes ces réponses-là. Et pourquoi tu as eu envie de mettre en avant les codes de l'élégance de la mode africaine, des familles africaines? Parce que sur tes t-shirts, tu représentes du coup ta maman. Du coup, pourquoi tu as eu cette envie-là de la représenter? J'avais envie de représenter ma maman parce que ma maman, c'est ma source d'inspiration première, c'est ma muse. C'est une femme qui est arrivée en France à l'âge de 15 ans. C'est une femme qui a appris le français sur le tas, qui a pris des cours d'alphabétisation, qui a appris le français en même temps que je rentrais en classe de CP. Et voilà, pour moi, ma mère, c'est tout, en fait. C'est mon pilier, c'est elle qui m'a transmis vraiment tout ce qu'il y a en termes de tradition, en termes d'ancestralité. Et je voulais représenter ma mère au sein de la marque parce que je voulais balayer l'image de la Fatou. Voilà, ma mère, elle s'appelle Fatoumata. Et aujourd'hui, en tout cas dans ma communauté soninké, les femmes africaines, la plupart du temps, elles sont femmes de ménage. Et on a tendance à les prendre pour des béni oui-oui. J'ai beaucoup de tantes qui sont femmes de ménage et elles sont souvent maltraitées au travail. Et ma mère, c'est un peu l'archétype de tout ça parce que, voilà, elle s'appelle Fatoumata. Au taf, on lui a forcé à prendre le nom Fatou parce que c'était plus cool, ça passait mieux. Et voilà, c'est une femme qui ne se laissait pas faire. C'est une femme qui parle parfaitement le français, qui maîtrise l'argot de la banlieue. Et voilà, c'est une femme qui sait lire, qui sait écrire. Et c'est vraiment, je voulais vraiment mettre en avant le fait que les femmes africaines en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, c'est pas des béni oui en fait. C'est pas des femmes qu'on parle avec un langage paternaliste. Il y a des femmes, il y a des mamans en France qui sont africaines, qui sont de l'Afrique subsaharienne, qui sont intégrées, mais qui sont africaines avant tout, qui n'ont pas honte de cela. Parce qu'on a tout fait pour que nos mamans ont honte de leurs origines, qu'elles aient honte de leur beauté. Parce que chez nous, les mamans, elles sont scarifiées. Et j'ai beaucoup de tantes qui ont masqué leur scarification avec des fonds de teint. Certaines ont blanchi leur peau. Et voilà, à travers Africanista, je veux célébrer la femme telle qu'elle est, en fait. Et je veux vraiment qu'on célèbre les femmes, mais qu'on célèbre aussi nos mamans. Et dans Africanista, tu utilises aussi beaucoup de slogans, de proverbes africains, comme... si je me rappelle bien, liberté, égalité, affaire de papier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces slogans?
Alors, je ne l'ai jamais raconté en public, mais liberté, égalité, affaire de papier, c'est un drame en fait. C'est une bavure policière. En fait, j'ai l'un de mes petits frères qui a subi une bavure policière il y a quelques années de ça, quand il avait 17 ans. Et un jour, en fait, je suis une femme qui a grandi à Clichy-sous-Bois. Et dans la cité où on habitait, il y avait un jour une fête. Donc il y a des jeunes qui sont venus s'amuser, mais ça a dégénéré. Et à un moment donné, il y a des voisins qui ont appelé les flics. Et les flics sont arrivés et mon frère, en fait, il avait vu une baston. Et il était curieux, il est descendu voir la baston de plus près. Et à ce moment-là, quand il est arrivé sur les lieux de la baston, les flics sont arrivés. Et ils ont embarqué tous les jeunes qu'ils ont pu. Et mon frère faisait partie des jeunes qui ont été embarqués. Et pendant 72 heures, avec mon père et ma famille, on a fait tous les commissariats de Seine-Saint-Denis pour savoir où mon frère était. Personne ne nous a dit dans quel commissariat il se situait, mais on savait pertinemment qu'il était au commissariat du Raincy parce que c'était le commissariat du secteur. Et il y a un de ses potes qui est venu nous voir, qui a dit à mon père, Papa Ndiaye, voilà Ousmane, il est au commissariat du Raincy. Et mon père, il avait la rage. Il avait la rage. Et il a dit, il est allé ameuter tous les mecs de la cité. Il a dit, écoutez, vous êtes là en train de faire les woyo-woyo dans le quartier. Aujourd'hui, vous allez au commissariat avec moi et vous allez témoigner pour mon fils. Parce que moi, mes enfants ne sont pas des délinquants. Ce ne sont pas des enfants qui jouent au dehors et tout. Donc on était au moins une vingtaine. Il faut savoir que j'ai 13 frères et sœurs. Et on est tous partis au commissariat avec tous les potes de la cité. Et quand on est arrivé sur place, les policiers, ils nous tenaient en joue. Et ils nous ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Mon père a dit, attention, faites très attention. Moi, je suis français. Vous n'avez pas à nous parler comme ça, on n'est pas des chiens. Aujourd'hui, ça fait 3 jours que je cherche mon fils partout. Personne ne nous a appelés pour nous dire où il était. Vous êtes venus faire une perquisition chez nous. Ils ont braqué quand même leur arme sur mes parents, alors que ma mère faisait la prière. Ils ont retourné nos 2 appartements, parce que voilà, je viens d'une famille polygame. On a 2 appartements. Et mes parents étaient choqués. Ils ont été choqués et on n'a rien compris. Et quand on est arrivé au commissariat, les flics nous ont vraiment manqué de respect. Ils ont commencé à dire à mon père, oui, ramassez vos mioches, dégagez d'ici. Et là, mon père leur a dit, mais non, moi je suis française, j'ai mes papiers. Vous n'avez pas le droit de nous parler comme ça. Et il y avait un flic, un métis, qui a commencé à dire, mais vous n'êtes pas des Français. Vous êtes des Français de papier. Et ce jour-là, tout s'est dégringolé. Dans ma tête, c'est parti en vrille. Et j'ai vu mon père qui avait les larmes aux yeux. Et ça m'a tué. Et cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Et c'est pour ça que j'ai fait Liberté, Égalité, Affaire de papier. Parce que Liberté, Égalité, Affaire de papier, c'est un hommage à l'immigration africaine. À Paris, en région parisienne et en France. C'est un hommage aussi à cette histoire. Et au fait qu'on nous considère comme des Français de seconde zone. Voilà. Et aujourd'hui, ce que je veux rappeler à travers Liberté, Égalité, Affaire de papier, c'est que c'est une collection qui rend hommage à l'immigration, et c'est surtout pour dire que l'immigration, c'est la conséquence de la colonisation. On n'est pas arrivé en France par hasard. Nos parents, mon père, il est arrivé en France en hiver 71. Il est arrivé clandestinement en France. Il a été dans un centre de rétention à Nice. Il est parti en prison. Après, comme il dit lui-même, il a fait l'aventure. Il a habité à Lyon, il est monté à Paris, il ne savait pas parler français. Et le jour où il est arrivé à Paris, il disait au chauffeur, au taxi, je veux juste aller à la rue Charonne. Parce qu'il y avait un foyer là-bas, le foyer rue Charonne, qui est très connu dans la communauté subsaharienne. Et voilà, mon père, c'était un foyerman, comme bon nombre de papas africains qui étaient dans des foyers Sonacotra. Et après, avec la loi de Giscard d'Estaing en 1974, qui a favorisé le regroupement familial, parce qu'il faut savoir aussi que les papas africains dans les années 70 vivaient dans des taudis. J'ai fait un post en plus hier pour parler de ça. Ils vivaient dans des foyers Sonacotra qui étaient insalubres. Ils ont vécu dans des taudis, il y avait des marchands de sommeil. Et voilà, après, le gouvernement français, il y a eu le scandale de l'incendie d'Aubervilliers, où il y a 5 travailleurs immigrés sont morts asphyxiés dans un incendie. Et voilà, après, avec le regroupement familial, parce que le gouvernement français, à cette époque, savait que les travailleurs immigrés envoyaient de l'argent au pays pour retenir l'argent économiquement en France, il y a eu cette loi qui a été votée, et c'est comme ça que nos mamans sont arrivées par la suite. Donc voilà, liberté, égalité, affaire de papier, c'est tout ça. J'en parle par bribes sur Instagram, mais voilà, c'est tout ça. Et à travers liberté, égalité, affaire de papier, je rends hommage au quartier populaire. Voilà, parce que je suis née, j'ai grandi à Paris. Et que c'était important de rendre hommage à Belleville, parce que c'est le quartier où je suis née et que j'ai grandi.
C'est un quartier qui représente bien la mixité sociale. J'ai parlé de Barbès parce que Barbès, c'est le haut fief de l'immigration avec toute l'immigration maghrébine. Château-Rouge, parce qu'on connaît tous Château-Rouge et parce que voilà, ça représente aussi l'immigration africaine. Place de Clichy également, mais j'ai glissé Dakatine. Pourquoi Dakatine? Dakatine parce que c'est un beurre de cacahuète qui a été fabriqué dans les années 60 au Grand Moulin de Strasbourg et que c'est un beurre de cacahuète qui est plébiscité, par les ménagères africaines. Dakatine, c'est la contraction de Dakar et tartine. Et c'était un beurre... C'est la contraction de Dakar et tartine et c'est un beurre de cacahuète que les Français ne connaissent pas trop, mais qui a largement été diffusé au Sénégal, parce que c'était à destination du Sénégal en premier lieu et ça a été diffusé dans toute l'Afrique. Donc c'est un produit colonial à la base, qui a été fabriqué dans les années 60 au Grand Moulin de Strasbourg et les Grands Moulins de Strasbourg existent toujours. Et donc voilà. Et le petit garçon blanc qui est sur l'emballage, ben, c'est le fils d'un des industriels. Merci. Donc voilà, en fait, Dakatine, j'ai utilisé parce que je voulais vraiment faire le parallélisme entre produit colonial, colonisation, immigration. Et parce qu'il y avait les couleurs bleu, blanc, rouge qui faisaient office de drapeau français, plus le mix avec les épaulettes, avec le sac tati, parce que le sac tati, c'est le symbole de l'immigration. Donc voilà. Merci pour le cours d'histoire. Du coup, comment tu as fait pour t'imposer, imposer ta marque Africanista qui est pas connue vraiment. Comment tu as fait pour t'imposer en tant que femme noire, musulmane, issue de la banlieue en fait, dans l'univers de la mode africaine, de la mode tout court? Bah, je me suis imposée tout naturellement. Que les gens, moi, je pars du principe où on n'est pas là pour s'aimer, mais il faut s'imposer, il faut se faire sa place. On n'a pas à s'excuser de ce qu'on est. Moi, aujourd'hui, j'ai une histoire assez compliquée. Voilà, j'étais parisienne, je suis partie en banlieue. Avec mes parents, on en a pris plein la gueule à Clichy-sous-Bois. C'était hyper violent. Je vivais dans une cité où on ne faisait pas de cadeaux aux femmes. On ne faisait pas de cadeaux aux femmes qui n'avaient pas de grand frère. Moi, je suis l'aînée d'une famille. Je me suis battue au dehors pour qu'on laisse tranquille mes sœurs, pour qu'on laisse tranquille mes petits frères. Parce que voilà, c'était un quartier défavorisé où c'était pas normal de voir un papa africain surprotéger ses enfants, acheter des vélos à ses enfants, etc. Donc, pour moi, c'est important de raconter toutes ces histoires parce que, au-delà de l'immigration, il y a de vraies histoires derrière. Il y a l'histoire de la place de la femme dans les cités. Ça, on n'en parle pas, mais il faut en parler. Il y a l'histoire des femmes noires au sein de la société française qui sont invisibilisées. Il faut qu'on s'impose. On est belle, on est puissante. Tous les jours, tous les matins, quand je me lève, c'est une thérapie que je fais depuis des années, je me regarde dans le miroir et je dis « I'm powerful. Je vais tout niquer. » C'est comme ça que je vois les choses. Parce que depuis que je suis petite, mon père nous a toujours dit « Vous êtes mes diamants. On est des Africains, on n'est pas nés pour rien. » On a voulu nous salir, mais mettez toujours dans votre tête que vous n'avez jamais à baisser, à raser les murs ou à baisser les yeux au sol. Nous, on nous a appris quand on est arrivé à France à baisser les yeux. Mais vous devez nous faire honneur. Quand vous marchez, vous devez marcher le torse bombé. Moi, j'ai grandi avec ça. C'est pas du narcissisme, c'est de l'estime de soi. Moi, l'estime de soi, mon premier exemple, c'est mon papa. Parce que c'est un homme qui ne s'est jamais laissé faire. Quand il est arrivé en France, on l'a traité de macaco par les Portugais. On l'a traité de singe, de Nglu Mamadou. Nglu Mamadou, je ne connaissais pas, je l'ai appris à Clichy-sous-Bois. Quand je suis arrivée à Clichy-sous-Bois, on nous a traité de sale noir, etc. C'était tellement compliqué parce qu'il y a les Noirs de l'autre, les Cambodgiens de l'autre, les Turcs de l'autre, etc. Il fallait qu'on s'impose. Donc aujourd'hui, je m'impose telle que je suis, avec tout ce qui comporte le fait que je sois une femme noire, le fait que je sois une femme africaine, le fait que je sois une femme musulmane aussi, parce qu'aujourd'hui, en tant que musulmane, il y a tellement une islamophobie galopante en France qu'on se dit, mais on n'a pas à s'excuser d'être musulman. Aujourd'hui, il y a des débats qui sont faits sur les musulmans, mais on ne nous invite pas. On ne nous invite pas dans ces débats. Et je remercie Rokhaya Diallo à chaque fois de nous défendre dans les débats parce qu'il faut vraiment maîtriser la langue de Molière pour tenir tête à tout ça. Et c'est pas facile. Donc franchement, je te tire mon chapeau.
Et voilà, moi j'ai deux petites sœurs qui sont voilées. Et quand elles me racontent leurs anecdotes, mais j'ai envie de tout brûler. Mais on ne résout pas la violence par la violence. Il faut rendre les coups, mais avec les mots. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis à mes frères et sœurs, instruisez-vous, lisez. Ne lisez pas les bouquins sous le prisme des Blancs. Il y a des bibliothèques pour ça, il y a des librairies pour ça. Si vous ne savez pas, demandez-moi. Mais apprenez votre histoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un phénomène en banlieue où voilà, les Africains qui sont issus de la 3e, 4e génération, beaucoup ne connaissent pas leurs histoires. Beaucoup ne posent pas de questions à leurs parents parce qu'ils disent les parents, c'est des blédards. C'est quoi être blédard? On est tous des enfants de blédards. Moi, je suis fière d'être une fille de blédard. Aujourd'hui, nos parents, ce sont nos griots. Ce sont nos griots. Si on leur pose pas de questions, quand ils vont mourir avec tout leur savoir. Donc c'est important de poser des questions à ses parents. C'est important, quand on parle d'africanité, être africain, c'est pas un effet de mode. C'est pas un costume, c'est pas un déguisement. C'est pas un lifestyle non plus. C'est un héritage. C'est plein de souffrances, c'est vrai, mais il faut savoir se défaire de ça. Et c'est pour ça qu'au sein d'Africanista, il y a un proverbe que j'ai mis sur t-shirt. Et pour moi, ça résume vraiment l'histoire des Noirs. Aussi longtemps que les lions n'auront pas leurs historiens, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. C'est important de savoir d'où on vient. C'est important de raconter nos histoires, nos récits, nos expériences à travers nos propres lunettes. Voilà. Donc, pour finir, si tu pourrais donner 3 mots du coup au public et à toutes les personnes qui sont ici pour vivre son africanité avec fierté au quotidien. 3 mots. Questionner. Il faut questionner. Il faut poser des questions. Il faut s'instruire. Pour moi, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante au monde, comme disait Nelson Mandela. Il faut vraiment, vraiment s'éduquer, s'instruire, apprendre, comprendre. Voilà. Et du coup, non, mais je me rends compte que j'ai omis carrément de parler de l'épisode Beyoncé, je sais pas. Comment ah, on veut savoir. Du coup, comment ça s'est fait? Qu'est-ce que tu as ressenti en fait? En fait, depuis 2 ans maintenant, j'ai une RP qui s'occupe de tout ce qui est relations presse, placement de produits, etc., qui s'appelle Anna Touré. Et elle a été contactée par les stylistes de Beyoncé parce que Beyoncé devait participer à un concert lors du festival Global Citizen en Afrique du Sud en décembre 2018. Et du coup, ils ont contacté ma RP, ils lui ont demandé, oui, voilà, il nous faut des designers africains, etc. Et on m'a mis dans la boucle. Et les stylistes de Beyoncé ont vu mes produits, ils ont dit, voilà, on veut ça, ça. Donc ils ont choisi les 2 modèles de t-shirts et voilà, je les ai envoyés et j'y croyais pas. Qu'est-ce que tu as ressenti? Non, franchement, j'ai tremblé. Mais j'ai tremblé comme une feuille morte. J'étais là. J'étais en transe. Quand on a reçu les photos, ma RP m'a dit, Aïssé, est-ce que tu es prête? Je dis, comment ça? Elle me dit, elle a porté tes t-shirts. Je dis, ça. J'ai dit, my God, c'est pas vrai. Et en plus, ce jour-là, je revenais du taf parce qu'entre-temps, j'ai repris un taf. J'étais dans le bus et j'étais avec des vendeuses, avec mes vendeuses. Et mes vendeuses, enfin mes ex-vendeuses, parce que je ne travaille plus maintenant, c'était des Roumaines, des filles de l'Est. Et on m'a dit, mais pourquoi tu cries comme ça? Et j'ai dit, écoutez, il y a Beyoncé qui a porté mes t-shirts. Beyoncé. Et du coup, j'ai appelé ma mère. Ma mère, elle a dit, non, ça y est, on va sortir de la pauvreté. Jusqu'à elle a appelé le bled, elle a appelé sa sœur qui est sur la photo Corica. Et ma tante, elle m'appelle, elle me fait, Aïssé, Aïssé, je l'aimais. Faut pas nous oublier. Faut pas nous oublier. Donc, du coup, mes sœurs, elles étaient en transe. Elles ont dit, non, mais truc de ouf. Parce que j'ai un groupe WhatsApp avec mes sœurs, truc de ouf et tout. Et j'ai posté les photos sur Instagram. Et ça fait... C'est parti dans tous les sens. Il y a eu des stories dans tous les sens. Il y a toute la beehive qu'on ripostait jusqu'à mes stories, c'était en pointillé. J'ai dit, hey, Seigneur. Non, Beyoncé, elle est puissante. Elle est puissante. Parce que le soir même, j'ai eu des ventes sur le site. Ça fait... J'étais comme ça. J'ai appelé ma mère. Je dis, maman, j'y arriverai pas. Elle fait, Aïssé, on va prier fort. On va prier fort. Tu vas te faire de l'argent. Tu vas nous sortir de la pauvreté. Merci Aïssé Miguel pour cette échange.
Et je vous invite vraiment à vous plonger dans la civilisation égyptienne parce que c'est la base de tout. C'est même la base, bon après ça va créer des polémiques, c'est la base aussi des religions chrétiennes et musulmanes. Mais ça, je vous invite à lire les bouquins parce qu'il y a beaucoup de messages qui ont été repris dans les religions révélées et qui viennent d'Égypte antique. Voilà. Donc c'est important de rappeler tout ça. Et donc voilà, ce t-shirt symbolise tout ça. Après, vous avez le t-shirt Mariama. Mariama qui est la Marianne française d'aujourd'hui, hein, qui représente en fait... Ce t-shirt, c'est la pluralité des Mariannes d'aujourd'hui. Voilà, c'est le Marianne, c'est un symbole de la République française, mais aujourd'hui, Marianne, elle est plurielle. Elle ne s'appelle plus seulement Marianne, elle s'appelle Mariama. Le t-shirt d'ailleurs s'appelle Mariama. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est français. On fait partie de la France. Voilà, aujourd'hui, la France, elle est multiculturelle, et même si on nous invisibilise à l'écran, à la télé, dans le paysage audiovisuel français, on est là, nos voix comptent, et il faut faire avec nous, ils n'ont pas le choix. Donc Mariama, ça symbolise tout ça. Et comme vous le savez, Marianne, elle porte un bonnet phrygien. Pour moi, le bonnet phrygien, c'est l'attaché de foulard. Voilà. C'est pour ça que l'attaché de foulard a été colorisé en rouge, pour symboliser tout ça. Et Mariama, c'est une collab, c'est issu d'une collection que j'ai faite avec le fils de Roger da Silva, qui est un photographe d'origine béninoise. J'ai fait une collaboration en 2017 avec l'association Haritou Photo, qui est une association sénégalaise qui promeut la conservation photographique du patrimoine africain au Sénégal et à travers l'Afrique. Et cette collaboration, c'était l'occasion pour moi de mettre en avant le travail de Roger da Silva, parce que moi je suis fan de photographie africaine. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Seydou Keita, il n'y a pas que Malik Sidibé, il y a tout un vivier de photographes africains. Vous avez Mama Kassé au Sénégal, vous avez Oumar Ly, vous avez Abderrahmane Sakali, vous avez Jean Depara au Congo. Vous avez un vivier incroyable de photographes. Et Roger da Silva, c'est un photographe qui a photographié la population dakaroise tout au long de sa vie, dans les années 60. Et je voulais rendre hommage aussi à son travail. Voilà. Et dernier t-shirt, le t-shirt Quartier Populaire, voilà, qui est issu de la collection Liberté, Égalité, Affaires de Papier. Donc Quartier Populaire, j'ai mis en avant les quartiers populaires à Paris. Donc Barbès, Belleville, Château-Rouge et Place de Clichy. Après, il y a Dakatine également. Et voilà, Liberté, Égalité, Affaires de Papier, Quartier Populaire, c'est vraiment un hommage à l'immigration africaine à Paris et en France. Et j'ai utilisé le sac Tati, parce que c'est le sac symbole de l'immigration. Mais il y a une grosse histoire aussi derrière ce sac qui a été fabriqué en Chine, mais qui représente l'immigration à travers toute l'Afrique et à travers le monde. Et il y a une histoire, parce que c'est ça qu'on les appelle aussi Ghana Must Go. Donc il y a une histoire aussi autour des sacs Ghana Must Go, mais je vous invite vraiment à aller sur la page Africanista, je raconte un peu toutes ces histoires. Et pour moi, c'est important de parler, de valoriser nos cultures. Donc il y a beaucoup de culture aussi à travers mes posts. Donc voilà. Bravo.